Merci pour l'intro, c'était très bien. Et du coup, je suis très content de pouvoir rester dans le thème de la conf précédente. Donc, je pense que ça peut intéresser le docteur Sonia de regarder ce que nous on fait aussi. Donc, ce soir, je vais vous parler de 3 thèmes. C'est assez high level. Donc, il y a un premier thème qui est de vous montrer justement comment fonctionnent les messageries classiques, celles qui sont centralisées. Vous parler un petit peu de manière un peu globale de la distribution. C'est un peu la continuité de ce qu'a dit le talk précédent. Et ensuite, un peu qu'est-ce qui se passe quand on mélange messagerie classique, distribution et qu'on obtient un nouveau projet. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vous embêter pendant 20 minutes, 30 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions, je pense après, voire même, voilà, là-bas c'est mieux. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la sécu, 2 ans que je fais de la crypto. Je fais plusieurs petites boîtes et en ce moment, j'ai un projet principal qui s'appelle Berti. Et je fais beaucoup d'open source. C'est quelque chose qui m'attire énormément. Et donc, vous allez voir que j'ai réussi à faire un petit peu toutes mes passions en même temps. Ah oui, juste un truc, je fais beaucoup d'open source. Samedi, je fais une conférence sur l'open source, sur tout ce qui est communauté open source. Comment rentrer dedans, comment faire un projet et créer une communauté open source. Je vous conseille de venir, c'est pareil, c'est assez high level. Et c'est comment globalement réussir à pas rester dans son coin tout seul et comment réussir à contribuer à des projets. C'est parti. Alors, comment ça fonctionne globalement une messagerie, on va dire classique, celles qui sont utilisées par des milliards de personnes. Donc il faut savoir qu'en 2017, chaque seconde, il y avait 800 000 messages qui étaient envoyés. 800 000, c'est par seconde, 86 400 secondes par jour. Ça fait beaucoup de messages. Il faut savoir qu'il y a une loi un peu comme la loi de Moore sur les CPU pour les réseaux sociaux qui s'appelle la loi Zuckerberg. Officiellement, c'est x2 tous les ans, c'est même plus que ça dans la pratique. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de messages envoyés par seconde. Et le schéma classique, c'est d'envoyer un message à une personne, sauf qu'en fait, on envoie un message à un serveur qui l'envoie à une personne ou que la personne va récupérer sur le serveur. Donc là, globalement, la personne reçoit le message, mais l'intermédiaire, vu qu'il fait postier, peut intercepter le message. Donc globalement, s'il intercepte le message et qu'il veut en faire un usage, on peut prendre la conférence de tout à l'heure, donc analyser ce qui se passe pour pouvoir faire soit de la surveillance directe, soit juste de l'analyse, il peut le faire sans aucun problème. Donc là, vous allez me dire, oui, mais je peux aussi chiffrer mes communications, utiliser globalement un moyen que même s'il fait postier, il ne puisse pas comprendre ce que j'envoie. Donc, et en général, ceux à qui on envoie les messages, ce n'est pas n'importe qui, c'est ceux qui sont réputés pour bien aimer prendre la data. Donc oui, on peut utiliser le chiffrement. Donc il y a un premier type de chiffrement qui n'est pas le meilleur, c'est le mode par défaut de Telegram. Le mode par défaut de Telegram, il y a bien du chiffrement qui est fait entre nous et le serveur, et un autre chiffrement qui est fait entre le serveur et le client. Donc là, ça sécurise en effet quelque chose, ça sécurise une surveillance locale. Si jamais vous avez quelqu'un qui surveillait ce qui se passe en Wi-Fi ou quelque chose, il ne pourrait pas savoir ce qui se passe, seul Telegram peut le voir, mais par contre, Telegram a tout en clair. Donc il y a aussi un mode plus sécurisé sur Telegram, et par défaut, si on ne va pas dans les options avancées, on est bien sur quelque chose qui a du chiffrement, mais qui n'est absolument pas sécure d'un point de vue design. Même si on met le meilleur chiffrement de l'univers, c'est le design de base qui est cassé, quoi. Après, il y a des bonnes messageries sécurisées. Donc, par exemple, Signal va faire va faire le bon postier, il fera le postier, mais en faisant en sorte qu'on fasse un chiffrement de bout en bout. Donc cette fois-ci, on s'est mis d'accord avec nos clés. Là, Signal va vraiment réussir à faire passer un message et il ne comprendra rien du tout à ce qu'on a mis dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le end-to-end encryption, mais centralisé toujours. Donc, un autre truc qui est très connu, c'est les push notifications. C'est pareil, finalement, on va envoyer tous nos messages à Apple. Ils peuvent être en clair ou ils peuvent être partiellement sécurisés ou bien chiffrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les push notifications, c'est la première chose demandée par le gouvernement, par exemple, aux applications. Dès qu'il y a un usage qui est fait, dès qu'il y a plutôt un type de personne qui intéresse un gouvernement, illico, il va faire une request, il va récupérer les tokens et il pourra voir tout ce qui se passe en push notif. Donc là, il n'a même pas besoin de prévenir la société qui a une application. Tout ce qui se passe en push notif sera intercepté de base. Et en fait, voilà, le vrai problème qu'on a, même quand on utilise après un bon chiffrement comme Signal, c'est les métadatas. Donc les métadatas, c'est la partie, comme le talk précédent, qui permet en fait, sans savoir précisément ce qui se passe dans le message, d'analyser, de se faire une idée. Typiquement, sur une messagerie complètement sécurisée d'un point de vue chiffrement, on peut toujours savoir déjà combien de messages on envoie à qui, avec quelle personne on communique, à quelle fréquence.
combien on a de devices, etc. Et par exemple, un usage qui est souvent fait, c'est bon, on n'essaie plus de péter parce que la crypto est bien foutue. Par contre, il y a beaucoup de chances que dans un groupe de 50 personnes, je suis un gouvernement, j'ai déjà pété une des personnes, en fait, j'ai tout simplement utilisé son device qui est pété pour lire en clair ce qui se passe dans la conversation qui m'intéresse. Donc les métadatas, aujourd'hui, il faut savoir, il y a le chef de la NSA qui avait dit une petite phrase sympa, c'est qu'en gros, il essayait plus de péter la crypto, enfin pas en temps réel en tout cas, mais qu'avec la métadata, il pouvait tuer des gens. Il y a une vidéo où il dit publiquement qu'il tue des gens avec les métadatas. Et un autre problème de la centralisation à ce niveau-là, c'est le shoot-down. Donc le shoot-down, ça peut être complet, parce que le service est cassé. Ça peut être partiel, parce qu'il y a de la censure dans le pays, dans la boîte, ou peu importe. Ça peut être un filtrage aussi, enfin de la vraie censure partielle, donc une censure ciblée, ou... Enfin, bref, peu importe. Globalement, à partir du moment où on est centralisé, ça devient beaucoup plus simple d'arrêter un service. Si je suis un pays qui n'aime pas Facebook, je peux très bien dire je bloque Facebook pour le pays. Il y a peut-être des petits malins qui arriveront à le contourner, mais le commun des mortels, ils n'arriveront pas à le faire. Donc si je résume un petit peu, la messagerie classique, on fait confiance à un intermédiaire pour faire son taf, de ne pas me censurer, de passer le message, de ne pas être censuré par d'autres personnes, de ne pas donner... il va donner ses clés de token obligatoirement. Mais bref, je lui fais confiance en tout cas pour au moins faire de la bonne crypto, la crypto qui prouve bien que mon message ne sera lu que par mon ou mes destinataires, et pas par le serveur. C'est ce qui a donc protégé entre autres des attaques locales. Et donc lui ne peut pas voir le message que je passe, et une personne locale ne le verra pas. Le chiffrement va nous permettre ça. Faut faire attention du coup à tout ce qui va être censure et surveillance qui sont toujours possibles malgré des messages chiffrés. Surveillance, donc je reviens sur les métadatas. Et du coup, censure, ça peut être par le tiers ou vraiment par quelque chose d'externe. Un pays, une ville, une société, etc. Et du coup, la vie privée là-dedans. Il faut savoir qu'on peut me dire que personne n'a rien à cacher, mais ça, c'est l'état actuel de la liberté d'expression dans le monde. Donc c'est très joli parce qu'il y a plein de couleurs, sauf que dans la pratique, il faudrait qu'il y en ait une seule, il faudrait qu'il n'y ait que du blanc. Et que quand c'est noir, c'est catastrophique, quand c'est rouge, c'est pas bien. Et que là, globalement, les couleurs, tous les ans, c'est de plus en plus rouge et noir. Donc il faudrait qu'on soit un peu comme le Groenland. Mais bref. Donc voilà, ça, c'est la liberté d'expression dans le monde actuellement. Et encore, je pense que ce slide a peut-être déjà 1 an ou 2. Un petit rappel aussi de ce que nous a dit Snowden en 2015, que même si vous pensez que vous n'avez rien à cacher, en fait, la surveillance, ça ne se fait pas en disant « Ah tiens, on va commencer à s'intéresser à telle personne, on va commencer à le surveiller lui ». C'est l'inverse, c'est on surveille tout, et après on peut faire des recherches dedans. Et globalement, lui, ce qu'il a prouvé, c'était que 100% des gens sont fliqués, même s'il n'y a rien de spécial contre eux à l'origine. Après, on peut tout simplement rechercher dans ce qui a été logué une personne ciblée, ou même faire des recherches, on va dire, globales, filtrées, qui parle de ce sujet, etc. Donc globalement, vous n'avez peut-être rien à cacher sur le principe, mais vous êtes aujourd'hui surveillé. Et là, globalement, il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est que les gouvernements continuent d'exiger que la cryptographie soit pas trop sécure. Il y a des lois qui disent vous avez le droit de faire de la crypto, par contre, vos clés ne doivent pas être plus fortes que ça. Donc là-dessus, on se demande un petit peu pourquoi c'est quoi la justification, c'est évident. Et une petite citation de Snowden, n'utilisez pas WhatsApp sauf si vous n'avez vraiment aucune autre alternative. Maintenant, je vais parler un petit peu de la distribution. On a pu voir un petit peu les problèmes de la centralisation, même dans le meilleur des cas, même quand la crypto est parfaite. Donc, la distribution. À gauche, on a le format centralisé. Donc, des clients parlent à un serveur. À droite, on a le format décentralisé. Les clients parlent à des clients. Globalement, les clients deviennent des clients et des serveurs. Avant, on disait « Et toi, serveur, c'est toi qui as le pouvoir, donne-moi l'information que je veux » ou « Tiens, je te donne mon message envoyé ». Cette fois-ci, en fait, on est chacun client d'autres personnes qui sont à la fois serveurs et clients aussi. Donc le monde centralisé, on dépend d'un serveur en termes de confiance, en termes de censure, etc. Le monde distribué, on se connecte aux différentes personnes. Si on zoome un petit peu, il y a ce graphe très connu où on voit justement qu'il y a aussi le mode entre les deux décentralisé. Donc il y a la bonne décentralisation qui sera vraiment de la fédération où en fait on va enlever du pouvoir à certaines personnes, mais il y a aussi des solutions décentralisées qui ont un seul propriétaire. Donc là, globalement, c'est décentralisé d'un point de vue network, sauf que dans la pratique, c'est comme un système centralisé, vous avez un seul pouvoir derrière. Mais par exemple, si vous prenez le cas de Matrix sont décentralisés avec des fédérations. On peut très bien avoir nous-mêmes un serveur où on va avoir un peu de savoir que personne n'a,
Par contre, on en reste quand même connecté avec d'autres personnes, et globalement, personne n'a un pouvoir complet, personne n'a un savoir complet, et on peut commencer à avoir un réseau où il commence à y avoir quelques intermédiaires qui sont faillibles, soit indirectement, soit parce qu'ils sont attaqués par d'autres personnes. Et bien sûr, quand il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de problème lié au serveur. En fait, le vrai truc, c'est que faut se dire qu'un gouvernement, un groupe d'espions, quoi que ce soit, ce sera plus simple pour eux de se dire je veux surveiller Facebook, je veux bloquer Facebook, que je veux bloquer chaque personne qui utilise un service. Les niveaux les plus avancés de censure qui savent utiliser très bien en Chine, à Dubaï et en Égypte arrivent à faire ce qu'on appelle le Deep Packet Inspection. Ils arrivent à commencer à regarder les protocoles, mais c'est pas aussi simple que de dire je bloque Facebook, c'est sûr. Ils doivent commencer à avoir un petit peu de réseau qui passe et se dire bon, ça ressemble à ce protocole-là. Au bout de quelques minutes, on va commencer à le bloquer. L'avantage des solutions comme de la messagerie, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de streamer une vidéo que le pays ne veut pas qu'on voit. On envoie des petits messages par-ci par-là. C'est beaucoup plus simple d'être très discret et en fait de réussir à pas être grillé ou être grillé quand finalement on a déjà fini de communiquer. Et encore une fois, quand on est grillé, on a un téléphone mobile avec une IP qui change. Ils peuvent très bien nous bloquer le port 10 000 ou je ne sais pas quoi. On va changer d'IP très facilement. On n'est pas un Facebook, on n'est pas quelque chose de stable, on est une IP qui bouge tout le temps, on est un particulier qu'on n'a pas envie de bloquer pour le reste des services. C'est vraiment le pire des cas pour tout ce qui est censure, d'être en peer-to-peer. Et du coup, en fait, quand on mélange ce petit problème, moi j'avais fait cette analyse que c'était bien beau d'avoir la meilleure crypto. Quand j'avais fait cette analyse-là, je vous rassure, ils étaient encore plus avec des scandales, avec tout ce qui pétait sur avec Telegram, etc. Et je voyais qu'en fait, il y avait un problème, c'est que je ne savais toujours pas comment bien communiquer avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un moment où je lui dis là par contre je te le dirai de visu, ou viens on passe par un GPG qui machin. Enfin globalement il y avait un moment où je m'arrêtais de parler sur mon chat pour dire à partir de maintenant on switch sur quelque chose de plus sécure. Donc ça c'est le premier problème que j'ai vu et je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution technologique. Donc je pense qu'on a fait un peu comme le CNRS à étudier plein de solutions. Et il se trouve que nous aussi, ce qui nous intéressait, c'était le peer-to-peer. On n'est pas en mode proxy, parce que notre but à nous, c'était pas de sécuriser Facebook Messenger, WhatsApp ou quoi que ce soit. Mais on est en train de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire où cette fois-ci, il n'y a plus d'intermédiaire du tout, en étant complètement distribué. Donc, je laisse parce qu'il y a un petit logo normalement sympa. Bon, je crois que les slides ne veulent pas le faire. Ah si, c'est bon. Donc qu'est-ce que c'est derrière ce petit logo sympa Bertie, on a fait deux choses. On a un protocole qui est plus orienté pour les développeurs, qui globalement résout ces problèmes. On avait une idée d'application, on voulait la rendre peer-to-peer, mais en fait faire du peer-to-peer c'est quand même assez compliqué, du vrai peer-to-peer, pas celui où justement on va forcément mettre un message sur une blockchain via un service, mais vraiment du peer-to-peer où on n'a plus besoin d'aucune dépendance. Et donc on a fait un premier projet qui s'appelle Bertie Protocol et on a fait une application, un cas concret qui est de la messagerie, Bertie Chat, qui finalement est le client principal du Bertie Protocol. Donc Bertie Protocol pour tout le monde, Bertie Chat c'est pour les particuliers qui veulent utiliser une messagerie cette fois-ci distribuée. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a donc un système complètement distribué, on n'a aucune dépendance sur qui que ce soit. C'est un peu le but du peer-to-peer. On a fait un truc qui était simple à utiliser et gratuit. Faut savoir qu'on a fait une association non lucrative, on n'a absolument rien à vendre, on fait cette solution et en fait on collecte pas de données, on n'a pas d'abonnement, on n'a pas ce côté en fait que je pense tous ceux qui collectent de la data ont comme obligation, c'est de faire de l'argent de l'usage de chat. Et globalement le mode associatif open source permet de faire ce genre de choses. On est beaucoup plus proche de ce que va faire Bitcoin, où aujourd'hui, le code source principal de Bitcoin, c'est pas une boîte qui va gérer 100% le code source, c'est vraiment la communauté, c'est elle qui accepte les mises à jour, etc. Il y a bien sûr plein de thunes avec Bitcoin, mais le monde qui décide si oui ou non une feature sera acceptée, c'est pas une boîte qui l'active, qui met en prod et c'est bon. C'est à la communauté d'accepter ou de forquer. On a un peu ce modèle-là où on se dit, nous, on fait la solution. Et derrière, si les gens veulent l'utiliser, ils l'utilisent. S'ils ne veulent pas l'utiliser, ils ne l'utilisent pas. Mais par contre, on n'a pas ce côté à imposer quelque chose et à pouvoir faire une mise à jour sur le système. Notre application, globalement, si on veut la mettre à jour, on va proposer une nouvelle version sur les stores et c'est aux gens de mettre à jour l'application eux-mêmes aussi. Ou de la build eux-mêmes en local, ou de la forquer, etc. On fait beaucoup de travail pour ne pas leaker de métadata. Donc, il faut savoir que nous-mêmes, on ne stocke rien, on a de base zéro log sur qui que ce soit, mais on fait un gros travail pour que quelqu'un qui ait l'application dans un milieu surveillé
en gros, soit assez discret. Donc c'est principalement via de la cryptographie. Il y a un petit peu aussi justement par tout ce qui va être faire du bruit, mais c'est principalement en ayant revisité un petit peu tout ce qui est chiffrement. Aujourd'hui, le chiffrement, c'est très très bien pour chiffrer de façon sécuritaire, pour permettre à qu'un message soit lu que par une seule unique personne ou un seul groupe de personnes. Nous, on a enrichi un peu les algos de chiffrement classiques pour ajouter ce qu'on appelle un handshake, tout ce qui est la partie connexion à un peer. On a fait en sorte que ce soit quelque chose de très anonyme. Que globalement, si je veux parler à quelqu'un, on a trouvé un moyen en fait que les gens ne puissent pas savoir à qui on veut parler, puissent quand même nous prouver que c'est bien eux qui veulent nous parler sans nous dire exactement qui ils sont. En gros, on a fait un moyen que publiquement, je pourrais gueuler coucou, je veux te parler à toi, tout le monde m'entend ici, et pourtant, il n'y a qu'une personne qui peut me prouver que c'est bien elle, les autres ne sont pas du tout au courant. Donc c'est un peu, pour ceux qui connaissent ce truc en crypto qui s'appelle Diffie-Hellman, c'est un peu cette chose-là, mais de façon chiffrée. Diffie-Hellman n'est pas authentifié, mais permet de gueuler dans la salle et de se mettre d'accord sur un channel sécurisé. On a fait cette chose-là, mais version canal sécurisé persistant authentifié. Donc un petit résumé de nos buts. Donc nos buts, on fait un système de messagerie, un protocole avant tout de messagerie et une application de messagerie anti-censure, anti-surveillance. On a mis ce côté privacy, donc par la metadata, au centre de toutes les décisions. Si jamais on devait un jour faire un compromis entre est-ce qu'on est moins sécure, moins machin ou je sais pas trop quoi, tout ce qui est lié à la privacy sera toujours le choix par défaut. On fait tout ce qu'on peut pour être super simple, super sympa et tout ce que tu veux, mais c'est hors de question de baisser le côté de privacy. Donc anti-censure, parce que principalement grâce au low metadata, on sera pas facilement traqué, et surtout on est sur un monde peer-to-peer qui est le pire cauchemar de ceux qui veulent faire de la censure. On a une volonté de perdre le contrôle complètement, donc là je rejoins encore le côté Bitcoin. Aujourd'hui c'est bien, on n'a pas d'infos sur les users, on n'a pas de secret qui pourrait intéresser des espions ou autres parce qu'on va passer tout le code en open source. La seule chose qui nous reste comme pouvoir qu'il n'y a que nous qui avons aujourd'hui, c'est de release le code source et de release par exemple une application sur un App Store, etc. C'est la seule chose où globalement, si un jour on met la pression, on me dit tu me fais chier, fais en sorte que la prochaine mise à jour, elle kill le réseau ou elle rende l'application pas sécure. Ça, on pourrait encore le faire aujourd'hui. Moi, je suis en train d'essayer de perdre le contrôle du truc de manière à que si on met la pression à moi, ça ne suffise pas. Si on met la pression à toute la team Bertie, ça ne suffise pas. Donc là, on rejoint un petit peu justement le côté comme Bitcoin, où aujourd'hui, il n'y a pas une seule entité qui décide. Et là-dessus, je vous avoue que ce n'est pas encore fini. J'espère beaucoup des conférences sur la DAO pour m'aider à trouver la solution finale. Mais en gros, on risque de faire un truc par la cryptographie avec des secret sharing ou d'autres solutions. Et trouver une sorte de collège avec des gens de Bertie, des gens externes. Si je peux avoir Snowden, je suis super content, mais globalement des gens où on sait qu'ils ont un intérêt à que ça perdure, qui sont de base très difficilement influençables, enfin on ne pourra pas leur dire fais en sorte d'éteindre Bertie s'il te plaît. Et en gros on va faire en sorte que nous on puisse tranquillement faire ce qu'on veut parce qu'on n'a plus aucun pouvoir en fait. On a le pouvoir de contribuer si le collège accepte la contribution, mais nous-mêmes on n'a plus aucun pouvoir on n'a pas un pouvoir que les autres n'ont pas quoi. On sera dans une communauté, on fera des contributions où je pense qu'elles seront peut-être plus facilement acceptées parce qu'on est les créateurs, mais n'importe qui pourra en faire. Par contre, on n'a pas ce truc de pouvoir imposer qu'on met un malware dedans, par exemple. Un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a zéro consensus. Il y a beaucoup de gens ici qui ont l'habitude des consensus et qui même font des tests sur le sujet, etc. Nous, on a vraiment fait un truc où il n'y a jamais de consensus. Ce qui est, à vrai dire, c'est la plus grosse particularité pour... je vous parlerai un peu de technique après. C'est vraiment ça qui nous différencie de tout le monde. Tout le monde va chercher des solutions de consensus. Nous, on a fait en sorte de jamais en avoir. On a fait en sorte de jamais avoir ce côté de dépendance à un réseau de taille suffisante, de dépendance à avoir Internet. Notre réseau minimal à nous, c'est 2 personnes qui ne captent pas Internet. Parce que du coup, je vous amène au dernier point, c'est qu'on fonctionne entre autres en Bluetooth et qu'en fait, l'Internet est optionnel. Le fait d'avoir zéro consensus et de fonctionner justement en mode, on a trouvé un moyen pour les curieux, il y aura une conf dédiée, mais en gros, on utilise un protocole qui s'appelle CRDT, et tout simplement, le fait qu'une messagerie, comparé à un consensus, on doit tous être d'accord, c'est l'inverse. Je suis sur une conversation avec 25 personnes, je ne suis pas intéressé pour qu'on se mette d'accord sur c'est quoi le prochain message, je suis intéressé parce que vont dire les 24 autres personnes individuellement, et ça je peux facilement savoir que le prochain message de Francis c'est ça, le prochain message de Serge c'est ça. Donc voilà, nous on a zéro consensus, ce qui fait qu'on est non bloquant, ce qui fait qu'il y a plein de cas qu'on va très bien gérer. Par exemple, il y a un cas qu'on va gérer, c'est un groupe de 4 personnes qui se split parce
Par exemple, il y en a 2 qui sont encore à Hong Kong, 2 qui sont pas, qui sont pas à Hong Kong. Ils ont une conversation avec 4 personnes, ils vont pouvoir écrire, ce ne sera pas bloquant. Il n'y aura pas besoin d'attendre des blocs ou je ne sais pas trop quoi. C'est ils appendent des messages individuels. Ils reçoivent les messages qu'ils captent à ce moment-là ou qui sont, encore une fois, grâce au monde du peer-to-peer. En fait, on va pas demander comment ça s'appelle, à la personne qui écrit le message de nous le donner. On va demander à quelqu'un qui a le message de nous le donner. Donc encore une fois, on est dans une conversation. Imaginez vous êtes sur une conversation de 10 personnes. En fait, il suffit juste que quelqu'un dans la conversation l'ait reçu. Moi, j'arrive dedans. Coucou, est-ce que tu as un des messages des 24 personnes qui m'intéressent? Je prends tout et j'ai ma conversation, même si je ne suis jamais connecté avec elle. Donc voilà, c'est un énorme truc qu'on a fait, le fait de ne pas avoir de consensus, le fait de ne pas avoir besoin d'Internet. Je pense que c'est la plus grosse différence qu'on a avec les blockchains. Quand je dis qu'on n'a pas besoin d'Internet, beaucoup de gens vont dire qu'en peer-to-peer, même les blockchains, etc., n'ont pas besoin d'Internet. Aujourd'hui, la plupart des solutions, si tu coupes Internet, elles n'arrivent pas à se connecter au réseau. Elles vont bien gérer le cas où elles sont connectées et qu'on perd Internet. Mais le cas où on se connecte, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle les nœuds bootstrap, etc., il y a quand même très peu de gens qui se sont même posé la question. Donc voilà, nous, on a un énorme focus sur zéro consensus, pas besoin d'Internet. Ce qui fait que d'ailleurs, on ne fait aucune requête extérieure. On communique qu'avec nos contacts ou avec des nœuds intermédiaires qui peuvent éventuellement nous trouver des routes si on n'a pas de chemin direct. Et ces nœuds étant d'autres personnes et pas un service externe ou un service qui est hardcodé quelque part. Petit point sur la roadmap. On a commencé le projet en mai 2018. Un an plus tard, on avait le premier proof of concept. Faut savoir que depuis, on a traché le proof of concept pour repartir sur une V2 qui est globalement, et tout ce qu'on a appris sur la V1, on s'est dit, ouais, bon, ça marche, par contre, le jour où on voudra gérer ce cas à la con, ça va être la merde. Du coup, ce qu'on a fait, on est parti sur une V2 avec cette fois-ci tout ce qu'on a appris et un plan précis. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé voir si ça fonctionnait encore la V1, je l'ai retéléchargé. L'avantage du monde du peer-to-peer, c'est que ça fonctionnait alors qu'on n'y a pas touché et que je sais pas, j'étais tout seul quand je l'ai mis. Je prends un deuxième téléphone, ça fonctionnait encore. Il y a vraiment ce côté un peu magique où si nous on n'arrive pas à killer notre propre projet, j'ai assez confiance qu'on arrivera à avoir un projet résistant à l'ascension en général. Donc voilà, là on bosse actuellement sur le MVP, cette fois-ci non plus POC mais public, celui qu'on pourrait mettre dans les mains de soit tout le monde d'un coup, soit une première liste de gens qui voudraient être bêta-testeurs. Et du coup, pour ceux qui me demandent c'est quand la release, j'ai une bonne nouvelle. Si vous allez sur le site de Berti et que vous vous inscrivez à la newsletter, vous aurez l'info en exclusivité. Vous pourrez surtout avoir l'accès à la bêta. Et comme ça, vous pourrez avoir Berti avant tout le monde. En sachant qu'on a déjà commencé à open sourcer quelques parties du protocole. On open source tout le projet le jour où on devient public. Pour l'instant, on open source que les parties génériques et on donne des accès à des auditeurs, etc. Je fais une petite parenthèse technique en sachant qu'il y aura une conf dédiée, même plus longue que la mienne, que sur la technique de IPFS et de Berti. Donc je vous en reparle après avec les dates et tout. On squatte le réseau IPFS. Donc l'avantage encore du peer-to-peer, c'est qu'en le squattant, en fait, on le fait grandir. C'est déjà un réseau qui est super résistant. C'est pas encore BitTorrent avec 21 millions de nœuds. C'est des dizaines de milliers et ça fait que grandir. Un peu comme la loi de Zuckerberg avec x2 tous les mois. Mais en gros, c'est un réseau qui est très résistant, c'est un réseau très récent, où en fait, globalement, c'est maintenu par une équipe de cherche. C'est une équipe open source de 4000 personnes, mais c'est une boîte de 150 personnes qui sont très mentalité chercheur derrière. Du coup, ça fait un réseau qui a beaucoup de features, qui est très résistant, qui est très moderne. Et en fait, à chaque fois que nous on contribue dessus, on a tout de suite des feedbacks dessus, on a aussi des contributions. Donc là, c'est un réseau qui est bien pensé pour être modifié. Nous, on a voulu contribuer le module Bluetooth. Il faut savoir que le Bluetooth, c'est pas genre TCP. Un Bluetooth, c'est une connexion réseau, mais c'est aussi un Discover, c'est aussi un broadcast. C'est pas aussi simple que connecte-toi à telle IP. C'est je cherche des peers, je vois des adresses MAC, je commence à échanger pour voir si je la connais vraiment. Après, j'échange. Donc c'est un protocole très compliqué, le Bluetooth. Et en gros, on a réussi à le foutre dans IPFS. Dès qu'on passe open source, tout le monde pourra utiliser du Bluetooth, même pour des applications qui ne sont pas Berti. On fait des communications Bluetooth, ce qui serait très pratique, par exemple, en ce moment à Hong Kong. On a 2 modes. Quand on dit des modes, en fait, c'est des presets, parce que techniquement, vous pouvez tout configurer, mais on a un mode qui est privacy extrême, où là, on met des warnings. Attention, si tu mets ça, il y aura vraiment 0 requête externe. Même le Bluetooth, on fera le moins possible d'émissions de paquets pour juste te broadcast que tu es là. On fera vraiment en sorte que personne sache que simplement tu es averti sur ton téléphone, même en surveillant le réseau.
Et on a un mode qu'on appelle Easy to Use. C'est plutôt un mode où on est un peu plus laxiste sur ce point-là, on fait plus de requêtes Bluetooth pour s'annoncer, mais qui en gros aura des meilleurs perfs. Si vous êtes en mode, c'est très important que vraiment vous avez un message, il faut que personne le voit, il faut que personne l'intercepte, il ne faut pas qu'on puisse dire que vous avez communiqué avec une personne, prenez plutôt le mode privacy. Si à l'inverse, vous voulez juste plus vous prendre la tête et enfin avoir une application, vous pouvez dire, bah là j'ai un truc à te dire, je ne vais pas changer d'application, te le dire de visu, je vais le dire maintenant dans l'application. Le mode Easy to Use fonctionne très bien aussi. L'application mobile, la front est fait en React Native, c'est pour info, et on a surtout toute la partie crypto peer-to-peer qui est faite en Go mobile. Donc Go mobile, il faut savoir que c'est la version mobile de Go, mais globalement tout ce qu'on a fait, ça fonctionne en Go, donc ça fonctionne en mobile, ça fonctionne sur un serveur, sur une application desktop, etc. Du coup, on a Berti Protocol, qui est vraiment la librairie que les gens vont pouvoir utiliser pour leur propre application. On a un premier projet de blockchain qui pourrait potentiellement faire des forks de blockchain pour un festival de musique qui ne capte pas Internet, qui pourrait potentiellement utiliser Berti. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'a pas de consensus, mais on peut imaginer un système avec des consensus over Berti sans aucun problème. Donc si vous êtes des cas à la con, si vous voulez créer un nouvel écosystème à l'intérieur de Hong Kong, ou si vous voulez faire un festival dans un endroit qui ne capte pas beaucoup, ça pourrait devenir une super solution. Et donc voilà, un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est de passer surtout vraiment tout en open source. Ça me tient à cœur, mais en plus ça me rassure parce que justement je n'aurai pas ce côté contrôle qui peut me poser quelques problèmes. Un petit mot sur IPFS, donc voilà, c'est une boîte enfin c'est une boîte, c'est avant tout un réseau qui est maintenu par une boîte. Vous connaissez peut-être la boîte qui est derrière à l'origine, qui a fait une grosse ICO qui s'appelle Filecoin. Filecoin, ils sont en mode ICO, ils veulent vraiment proposer IPFS sur un modèle plus classique d'incentive avec une blockchain, mais à l'origine, IPFS, c'est vraiment une stack peer-to-peer pour échanger des fichiers, des blobs de fichiers, des parties de fichiers de manière complètement optimisée, de manière surtout où, en fait, si jamais je veux télécharger un film ou je sais pas quoi, je vais pouvoir récupérer la liste des différents blobs et commencer à les prendre un petit peu de partout, et même potentiellement avoir des blobs que j'avais déjà en commun avec je sais pas, matrix.avi à un point commun avec chat.jpg. Vu qu'on pense en blob, on peut commencer vraiment à aller prendre des informations un peu partout, sans pour autant que la personne à qui on demande un blob sache que c'est pour Matrix ou pour telle chose. Donc c'est vraiment un projet assez scientifique sur comment faire en gros une sorte de BitTorrent moderne. Ils ne sont pas du tout orientés partage de fichiers, ils sont vraiment orientés couche bas niveau pour faire des applications au-dessus. Mais c'est une boîte vraiment passionnante et du coup... On ne sait pas encore. Juste un petit point sur Berti Protocol. Pour que vous imaginiez, pour les techniques, c'est le gros challenge qu'on aide à résoudre, c'est comment on fait pour avoir un groupe de contacts qui peuvent avoir plusieurs devices. Ça, c'est un truc qui est assez compliqué à faire quand on commence à faire du peer-to-peer. C'est, OK, on a fait une conversation à 5 personnes. Il ne faut pas que ce soit la merde de dire bah, je change de téléphone ou j'ajoute un téléphone. Il faut que ce soit simple de gérer la crypto, donc d'ajouter un contact et de devoir redistribuer des clés à tout le monde. Il faut que ça puisse gérer donc, les network splits, etc., d'être en peer-to-peer et d'être surtout massivement asynchrone. On n'est pas en train de faire un Bitcoin avec des nœuds qui restent connectés à H24, on est en train de faire un truc avec des téléphones qui s'allument 40 secondes en changeant d'IP toutes les 5 minutes. Donc c'est vraiment des conditions un peu pourraves pour du peer-to-peer. Après, ce qu'on fait, ça marchera très bien sur un serveur avec 10 gigabits par seconde et une IP fixe. Mais le gros truc qu'on challenge, c'est une conversation où la moitié des gens sont là, l'autre moitié sont pas là. Ils ont des devices, ils peuvent en ajouter, ils peuvent rajouter de nouveaux devices, changer de device, etc. Et de façon sécurisée et optimisée et en plus discrète. Donc voilà, je vous parlais, il y a le talk de Antoine de mon équipe qui sera 11 janvier, c'est samedi. Lui, c'est une conf d'1 heure sur comment fonctionne IPFS, les particularités, parce qu'il ne va pas tout couvrir, il va couvrir ce que nous on utilise, comment on a un petit peu hacké le truc pour le Bluetooth ou pour justement réussir à avoir, à l'inverse d'IPFS, quelque chose de très sécurisé, parce qu'IPFS est beaucoup plus orienté sharing mondial, peer-to-peer mondial. Nous, on voulait se cacher dans quelque chose de mondial. Et du coup, comment on a conçu le Berti Protocol. Donc je pense que c'est super intéressant si vous pouvez venir. Ceux qui veulent juste en savoir plus sur Berti, on a un site web avec quelques infos, de la doc, des liens et surtout une newsletter où vraiment on fait en sorte de vous tenir au courant de où on en est, les problèmes qu'on rencontre, etc. Et surtout on annonce les bêtas, à la fois les bêtas de projets qu'on passe en open source, les bêtas sur lesquels on peut mettre des gens en preview sur les repos open source et les bêtas de l'application tout simplement.
Et je voulais faire un grand merci du coup à Ground Control, surtout à ceux qui ont réussi à venir malgré les métros. J'ai beau être co-orga, je veux bien remercier Phil, Zuma, Alex qui ont, je pense, beaucoup bossé pendant les fêtes de Noël et les Nouvel An. Parce que là, globalement, il faut savoir qu'il y a 6 mois, on a dit, viens, on lance un meet-up de peer-to-peer. On a lancé le meet-up de peer-to-peer il y a 6 mois, et 6 mois plus tard, on est en train de lancer un festival avec une line-up de ouf. Et que depuis 6 mois, on s'est quand même vu tous les mois, 5 mois avant. Donc c'est juste un peu cool. Et merci aux autres orgas. Et puis merci surtout à l'équipe de Bertie qui a pu m'aider à faire ce petit projet.